Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 40e épisode des Rencontres de Training You. Je suis Ziad, membre de l'équipe et je suis ravi d'animer aujourd'hui ce webinaire Training You qui consiste chaque semaine à inviter un professionnel ou une entreprise des secteurs du conseil en stratégie ou de la corporate finance. Aujourd'hui, il s'agit donc d'une rencontre conseil en stratégie et je suis ravi d'accueillir et de vous présenter Diana qui est diplômée de l'EM Lyon, qui a réalisé plusieurs stages en finance et en conseil avant de rejoindre McKinsey et qui est aujourd'hui Chief of Staff chez Gorgias à San Francisco. Merci à toi, Diana, d'avoir accepté notre invitation. Avec Euh, plaisir. la session d'aujourd'hui, elle sera partagée en quatre parties. On commencera par parler un peu du parcours de Diana. Ensuite, on parlera plus en détail de McKinsey et du processus de recrutement. Et enfin des exits possibles après un passage en conseil en stratégie. Enfin, bien sûr, vers la fin du webinaire, vous aurez une session du Q&A où vous pourrez poser toutes vos questions à Diana, et soit sur le chat, et à ce moment-là, je relirai vos questions, soit en levant la main, et je vous donnerai la parole. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Training est une plateforme en ligne de préparation aux entretiens d'embauche en conseil en stratégie ou en corporate finance, qui est cofondée par Guillaume Pommier et Young Segwan, deux anciens banquiers M&A de Lazare qui ont vite remarqué ce décalage entre les cours de l'école qui sont bons mais parfois assez théoriques et les exigences très pointues d'un processus d'entretien en conseil en stratégie ou en corporate finance. La mission de Training You n'est pas en fait de remplacer vos cours à l'école, mais de les compléter avec du contenu très spécifique et très adapté à ces entretiens et de vous former aux compétences dont vous aurez besoin en début de poste, soit en conseil en stratégie, soit en corporate finance. Quelques chiffres rapides sur Training. Depuis 2019, Training a formé plus de 6 000 étudiants. La majorité de ces étudiants ont suivi un de nos packs en ligne où nous avons énormément de contenu. Nous avons des partenariats avec des associations, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos alumni travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises. Et vous avez là sur cette slide quelques exemples de cabinets où nos anciens élèves ont trouvé leur stage au premier CDI. Voilà, j'ai fini avec ma petite présentation. Je vais départager mon écran pour qu'on puisse démarrer ce webinaire. Alors, ma première question pour toi, Diane, est quand et comment as-tu découvert l'univers du conseil en stratégie? Je l'ai découvert pendant ma scolarité à l'EM Lyon, donc pendant mes études. En fait, les cabinets, ils venaient nous voir et ils faisaient des présentations en amphithéâtre. Et je pense que je me souviens de cette première présentation de McKinsey où ils nous ont vendu un petit peu du rêve en disant qu'ils travaillaient, et c'est ce qu'ils font, hein, mais auprès des plus grandes organisations internationales, auprès des plus grands groupes. J'ai trouvé que les gens étaient très smart. Je me souviens que j'avais aussi l'envie de faire un MBA à l'époque et je voyais que typiquement McKinsey sponsorisait les MBA. Donc effectivement, c'était une présentation qui m'avait marqué lors de ma scolarité. Et au fur et à mesure, du coup, je me suis plus ou moins reproché du parcours de conseil en stratégie et j'ai pris le temps de mieux en mieux les connaître. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé dans ce métier-là? Qu'est-ce qui m'a intéressée? Alors, je pense que première chose, ce serait l'exposition à des sujets variés, à fort impact dès la sortie d'école. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, vous sortez d'école et là, tout de suite, on vous met mais à des positions que vous auriez peut-être mis plusieurs années avant de pouvoir y accéder en entreprise normale. Et donc, en fait, ça vous pousse à vous donner aussi le meilleur de vous. Vous êtes en permanente situation de non-confort, mais dans un sens positif, parce que vous avez aussi des gens qui vous accompagnent, qui vous coachent, qui vous disent, bah, lorsque tu fais ça, ce serait mieux que tu le fasses plutôt de cette manière. Mais du coup, vous êtes la learning curve, elle est incroyable. Donc, je pense que c'était vraiment le première chose qui m'attirait, c'est learning curve qui est due à l'exposition très forte mais du coup, en découle un deuxième élément, mais c'est l'impact que vous pouvez apporter. Je pense que moi, ce qui m'animait à titre personnel, c'est de se dire, eh bien, ce sur quoi je travaille, je vois des résultats concrets qui ont lieu. Et
Donc, c'est vraiment ce qui m'animait et c'est vraiment ce que j'ai vu lorsque j'ai intégré les cabinets de conseil en stratégie, enfin McKinsey. Vraiment, j'avais ce sentiment que j'apportais de la vraie valeur ajoutée à nos clients et que grâce à nous, il y avait un vrai changement qui avait lieu dans ces organisations. Donc, c'est très gratifiant et motivant. Donc, ça, c'est donc les deux premiers éléments. Troisième élément, ben, je me disais, au pire des cas, si ça ne me plaît pas après plusieurs années, eh bien, vu que ça reste assez généraliste, formateur, eh bien, je peux faire un autre métier qui me plaît sans me mettre des bâtons dans les roues. Enfin, voilà, il y a des métiers, par exemple, je ne sais pas, que vous pouvez choisir, mais par exemple, si vous prenez du marketing très spécialisé, c'est peut-être pas votre cas, mais si vous prenez, si vous partez dans à la finance, dans un secteur, ben, dans le real estate, en sortie d'études, euh, enfin, vous allez pas si facilement ensuite pouvoir switcher dans le conseil en stratégie. C'est possible, mais il va falloir que vous ouvriez des horizons plus tard et que vous développiez votre culture générale sur d'autres secteurs pour pouvoir intégrer des entreprises telles que McKinsey. Alors que si vous intégrez McKinsey, vous restez assez généraliste, vous continuez de développer votre culture générale à travers différents secteurs, différents types de missions qui sont proposées, et vous pouvez avoir une panoplie de sorties qui est très large. Oui. Et enfin, j'étais aussi attirée par le MBA, comme je vous disais, je me disais, ah, bah, si je peux me faire sponsoriser. Finalement, je décidé pas de le faire, mais c'était quelque chose qui m'attirait, bien sûr. Et dans ce domaine du conseil, comme tu viens d'expliquer, voilà, tu as été responsabilisé dès tes premiers pas dans ce cabinet. Et du coup, toi, comme tu es diplômé de l'EM en quoi cette formation en école de commerce t'a aidé dans ton insertion un peu dans ce monde du conseil? Oui. Euh, je commencerai par un premier élément qu'on ne valorise pas assez et je pense qu'il m'a énormément servi dans le conseil, c'est les travaux de groupe. Alors, enfin, pour ceux qui sont étudiants, peut-être qu'ils se reconnaîtront chaque fois où on se dit les travaux de groupe, oh, trop chiant. Il y a toujours un mec qui est en retard, il y a toujours un mec qui ne répond plus. Il y a toujours un qui est en gros leader et qui met la pression un peu à tout le monde. Parfois, il y a des gros stressés qui disent attends, si tu fais pas ça, j'en parle au prof. Enfin, parfois, moi, j'ai des situations un peu comme ça. Donc, on se dit mais travaux de groupe, l'angoisse. Et finalement, je trouvais que les travaux de groupe en école de commerce, ben, ça m'avait énormément servi à développer des compétences de leadership. Pourquoi souvent, je me suis retrouvée en position un peu de management d'équipe parce que je sentais que soit les gens, ils n'avaient pas la motivation, pas la vision, ou ils ne savaient pas trop comment faire. Et je ne sais pas, moi, c'est quelque chose qui était plutôt inné en moi, je pense. Je me disais, bah, écoute, je prends le lead naturellement, en fait. Et j'organisais un peu les gens. Je disais, ben là, toi, tu veux faire plutôt ça. Toi, tu veux faire plutôt ça. On définit les scopes ensemble. C'est moi qui disais, bon, on se réunit à ce moment-là, etc. Et donc, ça, en fait, je l'ai énormément réutilisé, je pense, chez McKinsey, parce que du coup, dès que j'étais dans une équipe, je sentais que c'était moi qui étais aussi forte dans cette équipe-là, même si je n'étais pas un manager, en fait. Et on m'a toujours félicité, entre guillemets, sur mes compétences ou sur mes qualités de leadership, de proactivité et de création de bonne entente ou de bonne ambiance dans un groupe. Et c'est peut-être des compétences ou des choses où on ne pense pas valoriser assez, mais c'est super important quand on travaille beaucoup. Et surtout quand le travail, ça devient en fait 80% de votre vie, en fait. Et là, je vous dis ça, c'est dans le conseil, mais en fait, quel que soit votre job, le travail occupe une place assez importante dans votre vie, en fait. Donc, le fait que se passe bien, que tout roule de manière fluide, que ce soit une bonne ambiance, c'est super important. Donc, ça, c'est le premier élément, les travaux de groupe. Deuxième chose, je dirais, à l'EM Lyon, à la fin de ma scolarité, j'ai suivi un track particulier qui s'appelle dans le conseil en stratégie. Et celui-ci, il m'a été vraiment utile parce qu'il y a eu pas mal d'experts qui intervenaient sur différents sujets. Et juste à en fait avoir des gens qui te prémâchent le travail un peu rapidement, tu gagnes énormément de temps de recherche en fait, que tu devrais faire ça de ton côté. Donc ça, c'était vraiment génial. Et du coup, je pense que c'est ce que vous pouvez faire du coup avec Training You parce que vous avez quelqu'un qui vous prémâche le travail un peu rapidement, où vous avez accès en fait à des experts comme là qui vous parlent en fait sur des sujets sur lesquels vous n'avez aucune idée. Parfois, c'est des gens qui vont vous inspirer. Voilà. Donc ça, c'était pour moi à l'EM Lyon, du coup, c'était vraiment fondamental, je pense, dans ma préparation. Euh, et ensuite, après, il y a une autre chose que je souhaite souligner. Enfin,
c'est, par exemple, lorsque moi, j'ai dû aussi postuler dans les stages de la finance, mes parcours à l'EM Lyon, les cours étaient, ils arrivaient trop tard. C'est un petit peu ce que je crois que tu disais, Ziad, en intro. Et donc, moi, je me suis chauffée moi-même pour tout préparer toute seule, en fait. Et cette énergie-là, en fait, où vous vous dites, bah, il va falloir que je me débrouille parce que j'ai pas les ressources, j'ai pas les choses, il va falloir que vous la trouviez, en fait, aussi. Donc, moi, par exemple, je suivais là, ce bloc de conseil en stratégie où je suivais mes cours de finance, mais vu que je sentais que c'était pas suffisant pour y arriver et que pour arriver à l'excellence, bah, il faut que vous trouviez cette énergie interne pour aller pour vouloir aller toujours plus loin, pour vous battre et se dire en quoi je serais vraiment meilleur par rapport aux autres. Donc, voilà. Et oui, oui, en plus de cette formation académique, tu as aussi une formation en expérience professionnelle, notamment des stages. Tu as réalisé Exact. plusieurs stages en finance, en Tout M&A, à en fait. private equity, et aussi en conseil chez AXA. Peux-tu aussi nous parler de ces expériences un peu et dans quelle mesure elles t'ont aidé dans ton insertion en conseil ensuite? Carrément, c'est un très bon point. Alors, par rapport au stage en finance, moi, j'ai trouvé ça extrêmement utile parce que c'était des stages très formateurs pour le conseil en stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on apprend des compétences comme le modeling, donc très, très pointu. Dans le conseil, vous ferez du modeling, mais je n'ai pas trouvé que on va dire, le modeling est aussi poussé dans le conseil qu'il est dans la finance. Donc, disons que voilà, la finance va vous apprendre les bases là-dessus et vous pourrez exceller ensuite dans le conseil en stratégie grâce à ces compétences-là. Je pense aussi sur tout ce qui est présentation de slides, ça peut vous aider. Enfin, il y a des choses que j'ai plus appris, je pense, après chez McKinsey. Mais typiquement, vous apprenez un petit peu comment faire comment aligner les slides rapidement, un peu des petites tâches comme ça. On en rigole parce qu'on se dit, ouais, c'est chiant, mais c'est super utile et parce que ça nous permet d'être efficace, en fait. Moi, dans le conseil, enfin, pardon, dans la finance, j'ai appris énormément de shortcuts et je me suis forcée à les utiliser parce que ça me permettait de gagner énormément de temps. Et du coup, lorsque je suis arrivée chez Mac, sincèrement, dans ma cohorte, j'ai l'impression que je faisais, enfin, peut-être qu'il y avait 30% qui utilisaient des shortcuts et qui faisaient du modeling. Mais ça, je trouvais que ça me permettait d'être au niveau tout de suite, en fait, et d'être meilleur que les autres plus rapidement. Enfin, même si on ne réfléchit pas trop meilleur que les autres, c'est juste que je le voyais, en fait, que j'avais de l'avance et que c'était même plus facile pour moi d'être dans le bain du conseil parce que j'avais déjà appris ça dans la finance, en fait. Que d'autres ben, dans la finance, donc dans le M&A, dans le private equity, ce qui a été très formateur pour moi, c'est le fait de comprendre différents business models, comprendre comment les entreprises fonctionnent. Euh, que- voilà, il y a certains, par exemple, business qui ont besoin de plus d'investissement en termes d'intensité parce que c'est industriel. Tu en as d'autres comme des softwares qui en ont besoin moins. Tu as besoin de comprendre qu'est-ce que ça signifie concrètement en termes d'organisation, qu'est-ce que ça signifie en termes de PNL, de structure financière. Donc, c'est des choses, en fait, ça vous crée des réflexes business qui sont énormes. Et donc, ça, c'est vraiment génial pour le conseil. Voilà. Et du coup, à la fin de ces études, tu as rejoint directement McKinsey en tant que Ouais. consultant. C'était en janvier 2020. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as réussi à décrocher cette offre? Oui. Euh, alors, donc, en 2018, fin d'année 2018, j'étais à Shanghai. Et c'est là où je commençais à me dire, bah, qu'est-ce que tu veux faire un petit peu. Enfin, il me restait plus ou moins, il me restait en fait 4 5 mois pour finir mes études. Et là, je me dis, bon, bah, il va falloir chercher un CDI quand même. Donc, je devais chercher un CDI plus ou moins à partir de... En fait, je planifiais de finir mes études voilà, dans les 4 5 mois, donc au début, enfin, on va dire mi-2019. Et donc, je me suis inscrite en fin 2018 à ce carrière track de conseiller en stratégie de l'EM Lyon qui m'a été super utile. Ensuite, donc, je l'ai commencé en début 2019, faire ce carrière track. Et là, c'est un peu, je pense, de manière opportuniste. J'ai vu l'offre de stage passer chez Isaïe en private equity. Et j'ai toujours eu envie quand même de tester le private equity et j'hésitais un petit peu avec le conseil en stratégie et je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas postuler pour un stage de fin d'études quand même en private equity avant de postuler en CDI chez McKinsey. J'ai postulé, j'ai eu le stage super rapidement. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait, ça me donne
plus de temps de continuer de me former. Ça me donne le temps aussi d'étaler mon temps de préparation de manière, pas de manière intensive sur 2, 3 mois, mais sur plusieurs mois de manière étalée. Et pendant ce stage-là, ça te donne l'occasion aussi d'apprendre les entreprises avec lesquelles tu travailles pour te nourrir en réflexe business, en culture business générale, pour être mieux préparé pour McKinsey. Donc, j'ai accepté l'offre chez Isaïe. Et ce qui se passe concrètement pour moi, depuis 2019, je fais 3, 4 mois Enfin, je termine EM Lyon. Je commence mon stage à la suite, il me semble, mi-mars ou début avril. Et je continue donc la préparation en continu pendant. Et j'ai commencé à postuler du coup dans les cabinets, je pense, au mois de mai. J'ai eu des propositions d'entretien en juin, en juillet. Et fin juillet, début août, j'ai eu mon offre chez McKinsey. Et du coup, ils ne proposent pas tout de suite parce qu'ils ont des fenêtres de passage où vous devez attendre généralement 6 mois, etc. Et du coup, j'ai eu l'offre pour le mois de janvier. J'ai fini mon stage genre en septembre. Et donc, j'avais 4 mois où c'était la belle vie, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau process. Mais dis-moi si tu veux que je rentre un peu plus dans le détail. On reviendra en détail un peu plus tard. Sur la partie, du coup, on commence la deuxième partie qui est plus focus sur McKinsey. Et est-ce que tu pourrais nous présenter McKinsey et quelles sont ses particularités par rapport aux autres MBB ou aux autres cabinets de conseil comme Roland Berger, etc. Carrément. Alors, juste avant de commencer à présenter McKinsey, pour respecter aussi les politiques de la boîte, McKinsey, c'est plus l'entreprise dans laquelle je travaille, donc je ne suis plus un représentant de McKinsey. Tout ce que je vais vous dire, c'est ma compréhension à moi, c'est vient de mon expérience personnelle, ma compréhension personnelle des cabinets. Donc là, ce que je vous parle, c'est ma compréhension de par mon entourage, mais pas du tout le positionnement de McKinsey tel qu'il est. Voilà. Et donc, même sur la manière dont McKinsey se positionne, je vais d'abord vous dire comment eux, ils se positionnent pour que vous ayez une idée. Mais je trouve que de la manière dont ils se décrivent, elle est très bien quoi, aussi parce que c'est la plus correcte. Et ensuite, je vais vous rentrer plus dans le détail sur ma perception des choses. Donc, McKinsey, tel qu'il se présente, il s'agit d'accompagner les grandes entreprises ou institutions afin de les aider à améliorer les performances sur le long terme. Ils interviennent à tous les niveaux de l'organisation, sur une large palette de secteurs et de sujets de stratégie, d'organisation, d'opération, de risque, de transformation, de développement des compétences. Les dimensions technologiques et digitales représentent aujourd'hui une part majeure de leur mission et ils associent de plus en plus à des profils de pointe tels que les data scientists, des designers, des coachs agiles afin de répondre à des besoins spécifiques de leurs clients. Voilà, c'est une présentation plaquette que vous entendre, mais je pense que c'est leur positionnement et que je respecte tout à fait. Et je pense que c'est eux qui se décrivent le mieux en tant que tel ce qu'ils font. Moi, ma perception entre les MBB, du coup McKinsey, Bain et BCG, c'est en termes de mission, vous allez globalement, vous en tant qu'individu, avoir la même chose parce qu'ils font des missions de stratégie, d'organisation, de transformation, d'évaluation de risque. Donc ça, c'est à peu près pareil. Et les clients, généralement, font appel aux trois en termes d'appel d'offres ou voilà, ils vont choisir l'un des trois. L'élément, je pense, différenciant pour vous, c'est l'ambiance que vous allez choisir ou les types de personnes qui sont chez McKinsey, Bain et BCG. Enfin, c'est très personnel, mais moi, ma meilleure recommandation là-dessus, c'est rencontrer des gens de Mac, de Bain et de BCG et juste se dire avec qui je fit, avec qui j'ai l'impression que je m'entends mieux, avec qui je crée plus des connexions plus facilement que d'autres. Et sincèrement, pour moi, avec des gens de Mac, j'avais tout de suite un talk immédiatement. Et j'avais l'impression que je m'entendais mieux avec eux immédiatement, bien plus qu'avec des gens de BCG et de Bain. C'était léger, mais c'était plus naturel. Et donc, moi, c'est ce que j'ai perçu, moi, mais une fois de plus, c'est mes perceptions et c'est tel que moi, je l'ai défini en tant qu'individu. C'est chez Mac, j'ai l'impression qu'il y a plus des gens qui sont leaders, en fait. C'est des people managers. C'est des gens qui sont forts en organisation. Ils savent comment faire bouger des équipes. Ils savent comment faire avancer des équipes. C'est des gens qui, généralement, qui sont aussi très inspirants, qui font beaucoup de choses en dehors de leur travail, qui sont très sportifs ou qui ont vraiment des grosses ambitions dans leur vie. Donc, il y a un facteur un peu de drive interne que je ne peux pas vraiment expliquer, mais qui est là.
Je dirais que c'est vraiment la caractéristique principale. Chez BCG, oui, ils sont aussi leaders, mais je dirais que les gens de chez BCG, ils sont plus dans la précision parfaite, alors que chez Mac, ils seront plus 80-20. Donc, tu vois, en fait, chez Mac, ce qui va se passer juste même en termes de méthodologie, on va dire, ben, voilà, tout ce qu'on a, sur quoi on va se concentrer pour apporter le plus d'impact. C'est comme ça qu'ils vont réfléchir. Chez BCG, même s'ils vont dire qu'ils font du 80-20, j'ai l'impression qu'ils seront plus un peu en mode, OK, lorsqu'on va dire qu'on va apporter de l'impact, on planifie que le revenu va augmenter de 345 millions, 322. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est pour dire qu'ils vont aller plus dans la virgule et dans le détail. Alors que chez Mac, on va dire, ben non, c'est pas, on s'en fout de 300-400 en fait. Enfin, on va dire c'est une fourchette entre 300 et 400 qui représente en fait X% de la part du chiffre d'entreprise. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu voilà, une manière de réfléchir qui est un petit peu différente. Et donc, chez BCG, ils vont recruter des profils beaucoup plus techniques et matheux, d'ailleurs, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont un test, il me semble, à la base, qui est beaucoup plus mathématique que vous pouvez retrouver chez Mac en recrutement. Bain, je n'ai pas passé les entretiens chez eux, donc j'ai un petit peu moins connaissance. Mais voilà, j'ai de très bons potes qui sont chez Bain, mais j'ai l'impression que c'est une très bonne ambiance aussi chez eux. Mais je pourrais un petit peu moins me prononcer. Donc voilà ce que je vois en termes de culture, en tout cas à mon échelle. Plus en interne à McKinsey, peux-tu nous dire comment le bureau de McKinsey Paris est-il organisé par rapport aux autres bureaux McKinsey, que ce soit les Mhm. Dubaï, à Casablanca et tous les autres? Euh, Carrément. Alors, je pense qu'en fait, enfin, tous les cabinets sont, il y a à peu près une même structure dans le sens où vous avez toujours une équipe de consultants et ensuite vous avez un peu des fonctions, qu'ils appellent support. Donc, soit c'est des gens qui vous aident à la recherche, qui vous aident à la création de slides. Il y a des executive assistants, il y a HR, donc la partie people, il y a l'IT, etc. Donc là, je pense que la structure, elle est plus ou moins la même. Mais par exemple, dans certains bureaux, vous n'allez pas avoir, comme c'est le cas, enfin à Paris, c'est le cas. À Paris, vous avez des gens qui vous aident à faire des slides et vous avez aussi des gens qui vous aident à faire des recherches. Vous n'avez pas accès à toutes les missions, mais vous pouvez en avoir accès, en fait. Par exemple, je pense que chez Casablanca, enfin, je suis pas sûre que c'est quelque chose qu'ils ont. Voilà, c'est pas certain. Donc ça dépend vraiment des bureaux. Alors, le bureau de Paris, il est assez cool parce qu'en fait, je pense c'est l'un des mieux notés en termes de lifestyle. Voilà, je crois, après le bureau de Turquie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la stat que j'avais reçue en tout cas quand j'avais intégré McKinsey en 2020. Je pense que c'est lié aussi, ouais, que d'autres bureaux peut-être avaient été un peu parfois plus intenses, comme en Allemagne ou aux États-Unis, ou par exemple quand c'était le cas, quand c'est le bureau à Moscou, où les gens sont un peu plus vénères en termes de caractère aussi. Et du coup, à Paris, il y a plus ce côté, je fais attention à toi, à qui tu es en tant que personne, à ton développement personnel, ce qui est beaucoup plus agréable. Et parfois aussi, voilà, on prend du temps à faire des soirées en tant qu'équipe, on part faire du sport ensemble en tant qu'équipe pour passer des bons moments et créer de la cohésion ensemble des équipes. Euh, et une chose que je dirais peut-être par rapport aux d'autres missions, tu mentionnais, il me semble, Casablanca et Dubaï aussi en termes de cabinet. Je pense que chez ces Casablanca, du coup, c'est un cabinet plus petit. Et du coup, vu que c'est un des plus gros cabinets par contre de l'Afrique, vous pouvez faire des missions extrêmement stylées en termes de gouvernement. Donc si le gouvernement, enfin la gestion de gouvernement vous plaît, je dirais que je pense que Casablanca, ça va être oufissime parce qu'il y a des missions avec des ministères, avec des présidents, où vous, en tant que sortie d'école, vous pouvez en avoir. Donc c'est génial en fait. Cette exposition et ouais, ces opportunités parce que vous serez envoyé, je sais pas, au Niger tout d'un coup et vous allez rencontrer des gens de plus haut niveau de ce pays, quoi. Donc, vous voyagez pas mal. Donc, je dirais ça, c'est le gros avantage de Casa. Je pense que la partie gouvernement, parce qu'il y a eu pas mal de scandales, etc., dernièrement, chez McKinsey à Paris, ils sont un petit peu plus prudents avec ça. Du coup, ils en font un petit peu moins de mission. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est très récurrent. Et ça représente moins de 5% de chiffre d'affaires du bureau de Paris. Donc, je dirais que c'est là il y a la plus grosse différence.
Par rapport à Dubaï, Dubaï, je pense que quel que soit le cabinet, j'ai l'impression que la culture est beaucoup plus vénère, du type vous bossez le week-end, il y a un petit peu moins ce côté développement personnel, etc. Donc, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez postuler ou pas. Moi, je sais que ce n'était pas trop mon délire de faire, de mettre ma vie en parenthèse, mais je n'ai pas l'impression que c'est les missions les plus lifestyle, en tout cas là-bas. Et plutôt, la mentalité, c'est work hard. Ok. Donc, Ok. voilà. Yes. Bah, merci Ouais, beaucoup. Oui. juste peut-être un élément dernier, c'est que si vous postulez au bureau de Paris, généralement, vous pouvez aller bosser sur des missions à Dubaï ou vous pouvez bosser sur des missions à Casablanca. Enfin, il va falloir que vous créez un petit peu votre réseau. Par contre, lorsque faire le process entre Casablanca et Paris ou entre Dubaï et Paris, c'est toujours un tout petit peu plus complexe parce qu'il y a moins de besoin de prendre des gens de Casablanca ou de Dubaï à Paris. Donc, il faut aussi en avoir conscience que vous avez plus d'opportunités, en tout cas, qui s'ouvrent à vous si vous intégrez le bureau de Paris. Ça marche. Ok. Il y a plus de mobilité si on démarre à Paris plutôt que si on démarre sur un autre cabinet, dans un autre pays. Exactement. Ok, bah, merci beaucoup pour cette présentation très détaillée de McKinsey. On passera là sur la candidature. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les éléments à valoriser, par exemple, pour un CV, pour postuler chez McKinsey pour un poste de consultant en stratégie? Alors, dans le CV, euh, il y a une chose pour McKinsey qui va compter pas mal, c'est les expériences euh, en dehors de vos stages et en dehors de votre scolarité. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont vous le mettez en avant. Donc, moi, dans mon CV, en tout cas, j'avais une section dans laquelle j'avais mis en place des projets que j'ai gérés ou que j'ai menés. Et donc ça, cette partie-là, un peu leadership que je vous disais depuis le début, elle est assez importante enfin, de la mettre en avant. J'avais par exemple participé à des hackathons aussi, lors desquels j'ai reçu un prix, en fait. Donc je l'avais mis aussi là. En fait, ils adorent aussi tout ce qui est un peu award, honors, andor sur un sujet de leadership ou quelque chose que vous montrez que vous faites en dehors de la scolarité. Parce qu'ils ne cherchent pas aussi des profils qui vont suivre tout à la lettre. Ils cherchent des gens qui ont ce drive, en fait, comme je vous disais, qui vont aller chercher toujours plus loin, qui vont euh, ouais, tester des choses en dehors de leur sentier battu, un peu, pour reprendre l'expression. Donc, mettez en avant vos projets. Si pas des hackathons, si vous avez participé, si vous avez reçu des récompenses, mettez-les en avant. Si vous avez fait des marathons, des semi-marathons, il y a une chose que vous êtes vraiment fier. Vous avez créé, je ne sais pas, une start-up, vous avez créé une application. Ça, ils vont adorer vous entendre parler de ça et le voir. Voilà, moi j'ai mis aussi. J'avais participé à plusieurs choses, à des concours, des choses comme ça. Je crois que j'avais mis en place enfin, j'avais été sélectionnée pour participer à des workshops de Google, mais genre, je faisais partie des 5% des gens qui ont été recrutés. Enfin, en fait, montrer que vous êtes assez unique en termes de profil et que vous faites aussi screener par d'autres ou qu'il y a d'autres personnes qui vous valent, ça donne un petit peu de la mise en avant dans votre CV. Donc, je vous recommanderais de le mettre. Donc, je vous disais, j'ai mis Google parce qu'ils voulaient que je participe à des workshops chez eux. J'avais été aussi, j'ai participé à des workshops BCG. Par exemple, je faisais partie des 40 étudiants sélectionnés dans toute l'Europe pour partir dans un château, etc. Donc, je trouve stylé comme expérience déjà. Et si vous pouvez le mettre dans le CV, ça vous met en avant. Donc, Oui. c'était bien. Donc, il y a ça. Et ensuite, dans la partie vos expériences et scolaires, vraiment, soyez précis dans l'impact, dans mesurer tout. Donc, lorsque vous terminez vos études, ben, mettez votre soit note moyenne. Moi, je l'avais traduite en GPA, qui est un système de notation américain. Mettez, je ne sais pas, votre note de fin de thèse ou un truc comme ça. Enfin, après, n'ayez pas 60 notes et votre bulletin scolaire dessus. Mettez juste deux ou trois points sur lesquels vous êtes fiers, en fait, et qui mettent que vous aussi, vous êtes l'impact que vous avez et que vous le mesurez, en fait. Donc, ça, c'est assez important. Sur vos stages, si vous pouvez dire aussi, pareil, être très concret. Bah, par exemple, j'avais mis des choses comme j'ai travaillé avec les entreprises de telle taille, j'ai travaillé sur X dossiers au cours de ce stage
Et j'ai permis, je ne sais pas, de screener, je sais pas, il y a X profils et suite à quel on a fait une acquisition. Ok. Enfin, vraiment, ce qu'ils vont aller chercher, c'est comment, entre aussi les mesures et comment vous apportez vraiment l'impact, en fait. Et donc, par exemple, la mission aussi d'AXA, j'avais dit, ben, en fait, c'est moi qui ai coordonné toute l'équipe. C'est moi qui a 6 personnes. Donc, ça, c'est important de le mettre aussi, montrer la taille. Dire qu'on a fait une recommandation enfin, par exemple, à la CEO d'innovation de Chine. Ça, c'est quelque chose qui aussi dit, OK, à quel type d'interlocuteur vous avez parlé. Donc, quantifiez pas mal votre impact et ce que vous avez fait. Donc, ça va être super important chez Mac aussi. Je réfléchis à juste un conseil général, mais ça, c'est quels que soient les cabinets et qu'il faut mettre en place. C'est respecter la même structure entre chacun des stages. Par exemple, si vous avez mis 4 bullet points pour un stage, mettez 4 bullet points partout ou 3 partout. N'ayez pas un paragraphe avec 8 et l'autre avec 2 et l'autre avec 3, ça n'a pas de sens. Et il y a plutôt des phrases courtes qui tiennent sur une ligne et ça demande du travail. Ça demande du travail, sincèrement. Il faut travailler son CV plusieurs fois pour qu'il soit vraiment bien quoi, pour ça. Voilà. Par rapport à la lettre de motivation, comment tu as réussi à la personnaliser et à inclure tous ces points ou quelques-uns de ces points que tu viens de nous citer? Ma lettre, je l'avais extrêmement personnalisée. Après, moi, enfin, comme je vous disais aussi, je m'étais vraiment très bien entendue avec les gens de Mac. Du coup, je savais que j'avais vraiment envie d'intégrer McKinsey. Et c'était un petit peu mon objectif ultime. J'aurais été très contente si j'ai intégré BCG, si j'ai intégré Bain, mais j'étais en mode, je veux vraiment Mac et si je vais mettre vraiment le paquet là-dessus. Euh, et du coup, sur les éléments de l'aide de motivation, vous avez toujours 3 parties, comme vous le savez. C'est pourquoi moi, pourquoi vous, pourquoi nous, grosso modo. Et dans ça, j'ai toujours insisté sur les éléments à la fois, en fait, qui me sont chers et qui sont aussi, qui se relient à Mac et qui font que Mac se définit. Et qui sont les suivants. Il y a l'impact, donc la volonté de créer de l'impact, je vous en ai parlé aussi un petit peu. Donc, il faut que vous disiez ce que ça vous anime, que vous parlez d'émissions où vous avez vraiment créé de l'impact et de dire que vous savez que McKinsey apporte de l'impact aussi, en citant des exemples, en disant je sais que vous avez bossé auprès de telle institution et c'est le genre de mission qui me donnerait trop envie d'intégrer. Deuxième chose, ça a été l'international, par exemple pour moi. Je ne me suis pas présentée, mais enfin, moi j'ai un parcours très, très international à la base, parce que j'ai vécu en Russie, en Belgique. Du coup, je suis arrivée en France en terminale. Et même au sein de l'Union, j'ai fait un stage à Barcelone et aussi enfin, j'étais aussi à Shanghai. Et là, je suis aux États-Unis. Donc, enfin, l'international, c'est quelque chose que j'adore. Et McKinsey sont extrêmement internationaux. C'est vraiment une entreprise qui va vous permettre d'avoir plein d'opportunités à l'international, de bouger dans d'autres cabinets, de faire des transferts ou des mini-missions. Donc, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Moi, c'est un truc qui m'anime trop. Vous l'avez. Et vous, c'est un truc qui vous botte. Why not? Grosso modo. Et troisième élément, qu'est-ce que j'ai déjà mis? Je me demande si c'était encore le leadership ou pas. Hmm. Ah oui, je pense que j'ai insisté sur des choses, en fait, juste qu'est-ce qui était important, moi, en termes de valeur. Et ben, le fait de discuter avec les gens de Mac, je me suis rendu compte que c'est des gens qui care, donc qui font attention à vous, à votre développement personnel et qui s'intéressent à vous personnellement. Et donc, ben, j'ai dit, ben, moi, c'est mes valeurs aussi et mes principes. C'est comme ça enfin, c'est des équipes que moi, enfin, avec lesquelles je cherche à travailler. Moi, je vois que c'est aussi le cas chez vous. Et notamment, j'ai parlé avec quelques consultants de McKinsey qui m'ont démontré ça et de la manière dont ils parlaient avec moi, mais aussi en montrant des exemples de leur mission. Et donc, tout ça, voilà, je l'ai un petit peu mis dans une lettre de motivation. Et elle était, sincèrement, il y avait toutes les phrases, et elles étaient en mode précise. Euh, et j'ai combiné à la fois la vision d'ensemble et on va dire des high level, mais aussi le détail. Donc, c'est pas facile à faire. C'est un exercice plutôt long, mais il est gratifiant aussi. Et tu as un peu abordé le point suivant dont je voulais te parler, c'est en disant que tu t'es bien entendu avec des personnes de McKinsey. Donc, j'imagine que tu as eu recours un peu au networking pour, Mm. en fait, avant d'intégrer McKinsey.
Ma question est comment tu as fait pour approcher ces personnes-là? Et est-ce Mhm. que ce networking t'a permis en quelque sorte de passer les screenings? Alors, le networking ne m'a pas aidé à passer les screenings. Par contre, le networking m'a énormément aidé sur toute la préparation et sur les entretiens. C'est comme ça que je le dirais. Euh, Pourquoi pas le screening? Je pense que déjà mon CV était screenable et je l'avais travaillé. Donc, en fait, je n'avais pas vraiment besoin de ça. Et donc, j'avais passé ces. Et puis, enfin, je viens de vous expliquer, j'avais pas mal travaillé mon CV, ma lettre de motivation. Du coup, c'était passé. Après, par contre, ce qui m'a énormément aidé sur le fait de rencontrer les gens, c'est de comprendre comment les gens de McKinsey travaillent, comment ils réfléchissent. Aussi, en fait, lorsque vous êtes une femme, vous avez accès à un mentor avant vos entretiens. Et enfin, ce mentor, c'est juste une personne qui va avec laquelle vous allez vous voir une ou deux fois et qui va vous donner quelques petits tips pour les entretiens. Et en fait, cette mentor, elle m'avait invitée dans les bureaux de McKinsey. Et donc, j'avais passé 30 minutes à lui présenter d'ailleurs un de mes PEI, donc c'est dans la partie entretien fit de chez McKinsey. Et le fait de l'avoir présenté, d'avoir reçu son feedback et d'avoir été dans les bureaux de McKinsey, ça m'avait énormément rassurée. Pourquoi? Parce que je savais exactement ce qu'ils allaient chercher, donc elle m'a donné vraiment un feedback qui est très valuable. Et deux, en fait, le fait d'avoir été déjà dans les bureaux, parce que je suis retournée dans le bureau, j'avais pas ce stress de la première fois, en fait. J'avais déjà connaissance des locaux, etc. Et je me sentais à l'aise. Aussi, le fait d'avoir connu pas mal de gens, enfin, une fois de plus, vous créez des relations, vous comprenez comment les gens réfléchissent, vous connectez à eux, ça vous rassure énormément, en fait. Donc, moi, j'y suis arrivée un peu en mode, en fait, j'arrive pour réussir cet entretien. Je connais ces gens-là, j'ai l'impression que je leur ressemble, ou je m'identifie à eux. Ça me plairait vraiment de bosser avec eux. Juste give your best. Et je pense que c'est le meilleur mindset dans lequel on peut arriver en entretien. Voilà. Mais j'ai jamais eu personne qui a poussé aussi mon CV ou dans le fait de dire ah Diana, il faut qu'on la recrute ou quoi que ce soit. Non, non, j'ai vraiment passé les entretiens screening classiques. Entretien, c'est mes évaluateurs qui ont fait mon évaluation et qui ont décidé que j'intègre le cabinet. Voilà. Mais du coup, de networking pour se rassurer et pour être à l'aise. Bah, du coup, après cette phase de candidature vient la phase des entretiens. Et peux-tu nous parler un peu plus en détail du fit chez McKinsey, comment ça se passe, les entretiens fit? Et je pense qu'avant les entretiens fit, il y a un test technique, le Mhm. problem solving Et, game qui vient à McKinsey. et Ambulus, je crois qu'il s'appelle maintenant. Ouais. Oui, Euh, alors du coup, sur Ambelus, donc ce test technique, je ne pourrais pas en parler. Je l'écarte tout de suite parce qu'en en fait, au moment où j'ai été recrutée, on ne le faisait pas passer. Par contre, je sais que j'avais vu dans votre plateforme que vous avez un peu du contenu dessus. Donc, ce que je vous conseille, c'est soit de se référer à TrainingView, soit c'est de contacter des gens qui l'ont passé récemment et de choper leur feedback. C'est le meilleur outil. Par contre, sur le PEI, donc la partie fit de McKinsey, enfin, j'ai passé vraiment pas mal de temps à réfléchir à cette épreuve et je pense que je suis devenue un peu plus vraiment knowledgeable, donc connaisseuse de cette épreuve. Euh, alors, moi, j'ai plein de choses là-dessus à dire, donc je dirais très peu de choses. Parce que, vas-y, tu allais dire quelque chose, Ziad? Déjà, avant peut-être de parler plus en détail du PE, est-ce que tu pourrais juste nous présenter un peu rapidement qu'est-ce que c'est le PE pour Ouais, les personnes qui ne le connaissent pas encore? ouais, tu as raison. J'ai l'habitude plutôt d'en parler, effectivement, avec des gens qui connaissent l'épreuve. Alors, le PUI, c'est euh, Personal Experience Interview. Euh, Déjà, ça s'appelle comme ça. Il y aura en fait ce que lors de chacun des interviews que vous allez passer chez McKinsey, vous allez passer 20 à 25 minutes de parler d'une expérience personnelle dans un détail très précis. On va vous poser en fait chaque fois une question et c'est autour de cette question que vous allez parler pendant 20 ou 25 minutes. Donc la première type de question, c'est peux-tu me parler d'une situation où tu as travaillé en équipe et comment ça s'est passé? Deuxième type de situation, c'est peux-tu me parler d'une situation où tu t'es fixé des objectifs ambitieux et tu les as réussis? Troisième type de question, c'est peux-tu me parler de la fois où tu as t'as eu un conflit et tu as dû, avec quelqu'un ou un groupe de personnes, tu as dû le relever, ou tu as dû négocier
On t'a dû faire changer d'avis quelqu'un qui était complètement pas d'accord avec toi à la base. Ok. Donc, c'est ce type de trois questions qu'il pose. Je pense que la dernière, ce que je vous dis, il faut la refresh parce que je pense qu'ils l'ont un petit peu refresh, mais vous ayez un petit peu l'idée du type de questions sur lesquelles il pose. Et pour celle-ci, en fait, vous pouvez pas arriver à un entretien et juste faire de l'impro. Ça va pas marcher. C'est une épreuve qu'il faut extrêmement préparer parce qu'elle est codifiée. Il y a des éléments qu'en fait que les beaux intervieweurs voudront entendre et si vous ne mettez pas ces éléments, c'est éliminatoire. En fait. Et ce qu'il faut, en fait, il faut comprendre justement c'est quoi ces codes, c'est quoi ces éléments qu'il faut que vous mettiez dans cette épreuve. Donc, en deux, trois mots, il faut que vous respectiez toujours la méthodologie STAR. STAR, c'est Situation, Task, Resolution, Action. Il faut que faut pas que vous soyez, vous partiez trop dans le détail. Il faut que vous arriviez à trouver un bon équilibre entre les messages high level et les exemples que vous montrez. Il faut que vous puissiez connaître l'histoire extrêmement dans le détail parce qu'ils vont vous poser la question pourquoi plusieurs fois. Ils vont vraiment aller creuser. Il faut que vous mettiez des choses chiffrées, de l'impact là-dedans. Voilà. Je ne vais pas du coup trop m'attarder là-dessus, mais sachez que vraiment, cette épreuve, elle est extrêmement sous-estimée chez McKinsey. Plein de gens y arrivent en disant je vais improviser, je sais cette histoire-là, et ils se font éclater. Et en fait, déjà, du coup, votre entretien, il part mal parce que vous venez de vous faire éclater. Et chez McKinsey, si la partie PI ne marche pas, en fait, même si vous faites un cas excellent, c'est en DAX. C'est en DAX. Voilà. Donc, préparez cette épreuve. Et Et ouais. Bah, bah, avec Training, je crois qu'on veut créer un cours là-dessus. Donc, voyons comment ça va avancer. Mais c'est vraiment un de nos objectifs parce qu'il faut comprendre ces codes là-dessus. Voilà. ouais, exactement. On a essayé dans le pack premium de Trainview, on a des fiches cabinet dont la fiche McKinsey, où on a essayé de recueillir un peu plusieurs témoignages de personnes qui ont décroché un stage ou un CDI chez McKinsey. Et du coup, on explique un peu plus en détail le PEI, les exemples de questions et exemples éventuels de réponses que vous pourrez utiliser pendant l'entretien. Je vous invite à faire un petit tour sur les packs pour les personnes du coup intéressées par McKinsey. Et à part ça, je voulais aussi te parler, Diana, de l'étude de cas, parce que Yes. McKinsey fait passer aussi, comme tous les autres cabinets, une étude de cas. Quels sont Mhm. tes conseils pour la réussir? Euh, alors, bah, en fait, ce qui est particulier par rapport à chez Mac, dans tous les cas, vous allez faire les études de cas. Donc, vous allez vous préparer pour tous les cabinets et ça, c'est bien parce que ça va donner des bases. Et la particularité de Mac, c'est vraiment les pays, ce que je viens de vous expliquer. Donc, juste les cas, un peu moins de stress par rapport à Mac. Il n'y a pas des particularités énormes qui dévient par rapport aux autres cabinets. Donc, no stress par rapport à ça. Je dirais peut-être qu'il y a les deux choses que je souhaite souligner en termes de la manière dont les cas sont structurés chez Mac. Un, vous allez avoir plus de lecture de graphes ou ou de charts, voilà, de graphiques en général. Donc moi, ce que j'ai fait juste pour me préparer, je crois que c'est 10 jours avant l'épreuve, donc pas plus de travail que ça. Je m'entraînais, je sais pas, une fois tous les 2 ou 3 jours à me prendre, je sélectionnais quelques graphes. J'allais sur McKinsey, sur le site en lui-même, et vous avez en fait des études faites par McKinsey et où il y a plein de graphes. Et juste comme vous le voyez, vous n'avez aucun contexte. Vous devez vous dire qu'est-ce que j'apprends, enfin, c'est quoi les insights en fait de ce graphe-là et comment je peux arriver à l'action. Donc vraiment, il faut s'entraîner à faire ça. C'est une lecture rapide et lorsque vous prenez 3 minutes, c'est de se dire bah, ce que je vois sur le graphe en 3 points, c'est tac, tac et tac. Donc ça, c'est un truc que je vous recommande techniquement juste de préparer pour Mac. Mais c'est pas un gros travail. Et deuxième chose, c'est juste sur la manière dont les cas sont menés, c'est parfois légèrement un tout petit peu différent par rapport aux autres cabinets. Chez Mac, lorsque vous allez arriver, on va vous dire, c'est ça la question, c'est quoi la structure que tu me proposes? Vous allez mettre votre structure et ils vont dire, OK, not OK, vous allez en discuter. Et ensuite, c'est eux qui vont me poser les questions, généralement. Ils vont dire, OK, là-dessus, par rapport au point que tu as mentionné, je veux que nous faisions focus là-dessus. Ils vont vous donner un petit papier en disant, bah, voici ce que je pense, la prochaine question qu'on doit en parler. Qu'est-ce que tu en penses?
Ok, tu dis, bah, je vais prendre 2-3 minutes, merci. À chaque fois, tac, 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 vous réfléchissez, vous mettez des barres en point et vous en discutez. Et c'est comme ça que vous allez avoir 5 questions comme ça. Donc, en fait, c'est l'intervieweur, normalement, qui va arriver et qui va vous dire, hop, c'est ça. Alors que dans d'autres cabinets, c'est plutôt, on part de votre structure et on creuse à partir de votre structure différents points. Donc, c'est ce qu'on se dit, c'est un peu la différence entre interviewer-led, qui est chez Mac, et interviewee-led chez les autres. Toutefois. Donc, c'est ce qu'on se dit et c'est ce que j'ai pas mal vu. Mais j'ai aussi peut-être 1 ou 2 cas chez Mac où c'était pas l'intervieweur qui le lidait, c'était moi qui devais le leader. Donc, ne soyez pas surpris par ça. Donc, préparez les cas comme vous les préparez pour ceux de Mac. Peut-être un petit tips d'insider. Si vous savez les partenaires avec qui vous passez, regardez les industries dans lesquelles ils bossent. Parce que généralement, le cas sera dans cette industrie-là. Ok, Voilà. bah, c'est important de savoir. Et aussi du coup, pour les personnes qui voudront préparer les études de cas, je vous invite aussi à se référer à Training. On a essayé de récolter plus de 172 études de cas, oui, 162 études de cas, qui sont tombées en entretien la plupart dans des MBB. Et je pense que c'est un très bon entretien pour préparer, que ce soit des études de cas chez McKinsey ou chez tous les autres cabinets de conseil. Voilà. Du coup, Diana, si on te demandait de mentionner 3 arguments pour faire la différence en entretien, si on te demande pourquoi McKinsey, quels seraient ces 3 arguments? Mhm. Du coup, c'est les 3 éléments que j'ai mis dans ma lettre de motivation que je vous ai mentionné, je pense. C'est les valeurs, l'international et l'impact, dans l'ordre qui vous résonne le mieux chez vous. Et des tips, 3 tips, 3 conseils rapides pour réussir le process chez McKinsey en général. Du coup, je reprends un petit peu les éléments qu'on a dit. Je pense PUI, vraiment ne pas sous-estimer ça. Voyez-le un peu comme d'ailleurs une chance, en fait. Si vous comprenez les codes de cette épreuve, vous n'avez qu'à travailler. C'est un devoir, en fait. Mais ce devoir, il va vous permettre d'intégrer une entreprise que vous voulez faire. Donc, ça vaut vraiment, c'est un devoir qui vaut un coût d'investissement. Voilà, premier tips. Deuxième tip, c'est ce que je disais, ben, networker dans le sens rencontrer les gens de McKinsey. Moi, ce que j'avais fait, en fait, je me suis inscrite à tous les événements possibles et inimaginables. Dès qu'ils venaient à l'EM Lyon, j'allais à l'EM Lyon. Ça m'a permis vachement de rencontrer les gens. J'ai contacté plusieurs anciens, comme ça, j'ai pu leur discuter avec eux. Et après, je disais, bah, en termes d'événements, quand je me suis inscrite, en fait, j'ai eu la chance parce que j'ai pu partir aussi à Madrid un week-end avec le bureau de McKinsey. À l'époque, du coup, de Moscou, maintenant, il est clos avec la guerre. Mais à l'époque, du coup, je suis partie en week-end avec des gens qui travaillent chez McKinsey à Moscou. Même si c'est pas le cabinet que enfin, c'est pas le bureau que j'ai intégré, juste comprendre comment il fonctionne et tout, c'était trop stylé et juste, c'était trop sympa. Enfin, vraiment, j'avais bien connecté avec les gens. Ok. Je réfléchis si j'ai un troisième conseil à donner. Euh, Après, si jamais d'autres conseils, ça. Bah, préparez-vous bien, quoi. C'est tout. Et en tant que jeune consultante chez McKinsey, est-ce que tu avais une journée type? Et si oui, comment se déroulait cette journée où à McKinsey, les journées se faisaient un peu Mhm. aux dépens des missions que tu avais voilà. Quand même pas mal au dépend des missions et du coup de ton manager, mais je peux vous donner une mission type plutôt classique que vous pouvez retrouver chez McKinsey. Vous commencez pardon, par un check-in à 9 heures. Donc, c'est un peu un stand-up avec votre manager où vous discutez quelles sont vos priorités de la journée. Ensuite, vous faites le même stand-up avec le client où vous discutez également des insights que vous avez pu récolter le jour d'avant pour lui présenter ça. Ensuite, vous allez avoir un peu plus de focus time, un petit peu à réfléchir, enfin, pour avancer sur votre stream, donc sur votre partie de projet à vous. Vous aurez potentiellement soit une session de brainstorming avec le client, soit une session de brainstorming avec votre manager. Et vous terminez la journée vers 17-18 heures par un check-out où vous dites à votre manager un peu en mode bah, voici ce que j'ai été capable de faire, voici où j'ai trouvé des bloqueurs, voici ce que je pense faire avant de vraiment de terminer la journée. C'est un petit peu ça, on va dire, le best practice McKinsey que vous allez avoir. Yes. Et peux-tu nous donner un exemple de mission qui t'a marqué pendant ta période chez McKinsey? Oui, je pense que c'était ma deuxième mission chez McKinsey. Euh, En fait, j'ai
travaillé auprès d'un retailer français. Donc, c'est des magasins en retail euh, qui font plus de 400 millions en chiffre d'affaires annuel. Et en fait, du coup, c'était pendant le post-Covid, enfin, post la première période de Covid, du coup, c'était entre juin et septembre 2020. Et du coup, leurs marges, ils ont été extrêmement affectés par cette période de Covid parce qu'effectivement, il n'y avait personne qui venait. Donc, c'était une période très tendue pour le groupe. Et donc, j'ai été mise en position de manager indirect d'une quarantaine de personnes pour qu'on puisse trouver des solutions pour réduire les coûts au sein de, on va dire, les coûts indirects, ce qu'on appelait, c'est-à-dire des coûts de fournisseurs, bah, de ménage, de sécurité, de marketing au sein de cette entreprise-là. Et donc, en fait, pourquoi cette mission elle a été exceptionnelle? Ben, euh, je sors d'école, on me met en position où je dois gérer en stream avec 40 personnes. Enfin, même là, je suis chief of staff chez Gorgias, qui est une entreprise de 250 personnes. J'ai pas tous les jours occasion de travailler sur ce type de projet. Je pense que là, on vous donne une opportunité qui sont incroyables en termes d'exposition. C'est moi enfin, j'ai créé de la confiance ensuite avec les clients. C'est moi qui présentais devant le CFO de l'entreprise. Et même mon partenaire, vu enfin, on s'entendait super bien, je faisais du bon travail, il m'a présenté au CEO de cette entreprise-là. Et c'est même moi, lorsqu'il y a eu une présentation générale au CEO de ce qu'on faisait, c'est moi qui a fait cette présentation-là aussi. Donc, ça me crée à la fois un sentiment de récompense, ça crée un sentiment vous voyez, d'accountability, vous savez pourquoi vous travaillez, et ça vous donne encore plus envie de le faire. Donc, c'était génial de ce point de vue-là. Et en plus, j'avais une équipe qui était vraiment en or. On, on s'entendait tous super bien. On discutait de notre vie perso, notre pro. De temps en temps, on se faisait des petits dîners qui étaient cool aussi. J'ai appris énormément sur la priorisation, justement le 80-20, sur cette mission-là. Donc, voilà, c'était top. Et du coup, pendant Et ta... l'impact était significatif aussi. On a réussi à réduire à hauteur de 5% leur coût, ce qui est non négligeable pour une entreprise de cette taille. Et du coup, comme tu l'as expliqué un peu, c'était dans cette mission, tu arrivais facilement à concilier ton travail en conseil et ta vie personnelle. Est-ce que c'est le cas chez McKinsey en général ou pas? Alors, ça dépend des managers, je dirais, que vous allez avoir, mais ça dépend énormément de vous aussi. Donc, je pense qu'on apprend en permanence de s'auto-manager aussi, parce que parfois, en fait, vous avez la pression et vous commencez à bosser alors que vous ne devez pas bosser, parce que ça vous rassure. Mais c'est pas bon, en fait. Et ça, je pense qu'il faut que vous passiez vous-même plusieurs fois par ce type de moments pour se rendre compte que vous faites plus de mal ou c'est pas efficace, en fait. Donc, je dirais que c'est à la fois, vous ne pouvez pas mettre tout de ça sur le dos de la boîte de l'entreprise ou du manager. Il y a une part, c'est vous-même aussi, parce que vous devez savoir vous mettre les limites. Donc, je dirais, mettez-vous vous-même vos limites, apprenez de vos erreurs, voyez quand vous commencez à bosser sur des choses qui sont non urgentes et non nécessaires. En fait, vous devez bosser en permanence que sur de l'urgent, quoi, pratiquement, ou ce qui est top prioritaire. Tout ce qui n'est pas top prioritaire, vous devez l'élaguer. Sinon, ça ne marche pas, en fait. Donc ça, je dirais, c'est le conseil que je vous donne à vous-même en général, et c'est chez McKinsey, mais c'est quelle que soit l'entreprise en fait, dans laquelle vous allez travailler. Et deuxième, plus à Mac spécifiquement, mais je pense que ça dépend vachement des managers, de ce que j'ai vu. J'ai des managers qui sont vachement conscients de ce que c'est le burn-out, ce que c'est la priorisation. Et du coup, sincèrement, ils vont vous dire, non, mais ça, tu ne dois pas le faire. Ou oublie, en fait. Et ils vont vous aider, en fait, à le faire. Et ça, c'est génial. L'une de mes managers, elle me disait, attends, et du coup, sur ce mois-ci, c'est quoi votre personal goal que vous vous mettez? Et en fait, toutes les semaines, elle le demandait, et du coup, t'en es où par rapport à ton personal goal? En fait, elle nous tenait aussi Ok. euh, accountable, hein, une fois de plus, de nos propres personal goals. Et moi, par exemple, c'était, je me disais, je veux aller courir tous les mercredis et tout. Et elle me regardait, elle me disait, mais Diana, t'es pas partie là. Il se passe quoi? Et ça, c'était génial aussi, parce qu'elle en avait conscience et elle me poussait aussi à me dépasser. Donc ça, c'était cool, mais vous n'aurez pas toujours des gens comme ça autour de vous. Donc, il faut, du coup, quand vous n'avez pas des gens, vous ne pouvez pas avoir cette attente-là, en fait, d'eux. Soyez acteur vous-même de votre vie, je dirais, de votre lifestyle. Après, si vous avez un manager complètement fou, c'est que ce soit chez Mac ou voilà, un M&A ou dans d'autres types de structures,
vous en aurez toujours, en fait. Et là, il faut se dire, ouais, ce mec-là, il est chelou. Se dire, c'est pas moi ou quoi que ce soit. Stop. Je m'en fous, en fait, de la note qu'il va me mettre ou de la performance qu'il va me mettre. Je sais que lui, il ne travaille pas de manière efficace. Moi, c'est la vie que je souhaite mener et c'est moi qui impose mes règles aussi. Ok. Et aujourd'hui, tu es plus chez McKinsey, tu es Chief of Staff chez Gorgias. Ma question est pourquoi tu as décidé de quitter du coup le cabinet, mais avant, quels sont les exits possibles qui t'étaient présentés après ton expérience en conseil? Ouais. Déjà, quand j'étais chez Mac, je me faisais contacter, mais sincèrement, c'était impressionnant. Ça met un peu la pression d'ailleurs, mais au moins 8 fois par mois avec des offres. Mais c'est vraiment, ça met une pression parce que tu te dis, bah, est-ce que je fais ce que je fais, c'est bien? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Parce que vous avez en permanence des recruteurs qui vous target et c'est assez stressant presque à la fin. Donc, FYI, vous allez avoir des opportunités et une panoplie d'opportunités. Donc, n'ayez pas peur. Et donc, je pense que ça sera à vous de choisir ce que vous avez envie de faire en fait. Mais généralement, de ce que je vois, ce que mes potes font et bah, soit ils ont envie de faire du private equity, après, pourquoi pas, ils font du private equity, ils partent dans une position de management supérieure que celle à laquelle ils auraient pu accéder, dans un grand groupe ou en start-up. Voilà, il y en a qui partent fonder leur boîte complètement de zéro. Voilà. Hum. Il y en a qui partent bah, comme moi à l'étranger parce qu'ils ont besoin de prendre des aventures à l'étranger. Enfin, franchement, je vois de tout. Mais ce que je vous ai dit, c'est un peu le principal. Pourquoi pas? Donc, finance, parce qu'ils ont envie de faire plus de la finance. Et généralement, ces gens-là aussi sont animés par le fait de garder un bon salaire. Juste, enfin, c'est important aussi, un bon salaire, il n'y a rien de mauvais à ça, mais c'est plutôt ça qui motive, je pense. Et ensuite, grand groupe ou start-up dans des positions de management supérieures par rapport à celles auxquelles ils auraient pu espérer. Donc, ça, c'est sur les exits. Et tu me posais la question pourquoi ensuite j'ai Tu as décidé de quitter. Mac et ce que je fais maintenant. Pourquoi j'ai quitté Mac? Euh, alors, c'est un peu particulier, c'est intéressant aussi de réfléchir à ça un an ou 2 ans après. Sur le coup, après 2 ans, je sentais que j'avais fait le tour du toolkit de McKinsey. Donc, je voyais très bien comment ça allait se passer de mission en mission. Et par contre, parfois, je me reconnaissais un petit peu moins dans les missions que je faisais. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises pour lesquelles je travaillais, elles ne m'inspiraient pas, ou j'étais vraiment enfin, en fait, la dernière mission que j'ai faite, nos clients, ils étaient en burn-out. Et c'était triste à voir. C'était vraiment triste à voir, en fait. Et ça m'a un peu affecté, on va dire, à titre perso. C'est pas le cas tout le temps. Mais j'ai l'impression que c'était un peu une organisation malade, si vous voyez. Et vous, vous êtes vraiment le médecin de cette organisation malade. Et, ouais, je sais pas. En fait, je cherchais pas forcément à partir. Mais disons que je n'étais pas dans une période non plus où je me disais I'm excited by the future. Donc, je suis pas voilà, enthousiaste sur ce qui va m'arriver. J'avais pas forcément envie de devenir partenaire. Ça, je l'ai compris. J'avais plus envie de faire de MBA ou quoi que ce soit parce que, voilà, pour différentes raisons. Donc, je voyais plus en fait pourquoi déjà je devais continuer. Mais j'étais pas mal où j'étais en fait. J'étais quand même contente, etc. Et en fait, cette opportunité, elle est venue. Enfin, en fait, je me suis fait recruter je me suis fait contacter par une chasseuse de tête. Et je me suis dit, ah, ça a l'air sympa. Et j'ai toujours voulu aller aux États-Unis. En plus, le rôle ici, Chief of Staff, donc je bosse directement avec le CEO. Je me suis dit, ça a l'air trop sympa et je pense que ça va me faire grandir sur des sujets que j'ai envie de mieux explorer. Et donc, j'ai plutôt saisi l'opportunité que j'ai vraiment quitté Mac. Enfin, en parallèle aussi, j'avais envie de partir à l'étranger. Du coup, je regardais si j'allais pas partir chez Mac Vancouver. Ouais. Donc, ça s'est vraiment fait plutôt de manière opportuniste, je dirais plutôt de ce point de vue-là. Et voilà. Et donc, moi, actuellement, bah, j'adore ce que je fais. J'ai un niveau de responsabilité qui est génial. Je bosse directement avec le CEO sur la partie stratégie, opération, culture. Et je gère parfois des projets en fait spécifiques qu'on considère qui sont prioritaires dans la boîte. Et c'est moi qui les prends de A à Z. Voilà. Ok. Et quels sont tes futurs projets pour les mois à venir? Ouais, les mois à venir, ouf, rentrer en France bientôt. Non. Les mois à venir, ben, je pense grandir dans mon rôle. Parce que Chief of Staff, tu dois être un petit peu bon partout. Et il y a des choses, enfin, je sais que je dois encore m'améliorer dans des choses, par exemple. Donc, je veux m'améliorer encore là-dedans.
Et enfin, plus long terme, je pense que c'est toujours une question permanente que vous allez vous poser, quel que soit votre âge, quelle que soit l'année où vous êtes, mais qu'est-ce que finalement je fous là sur cette terre, c'est quoi mon objectif et qu'est-ce que je souhaite apporter. Et moi, je pense que j'aimerais plus, enfin, on verra, mais après cette expérience d'ici, je ne sais pas combien d'années, mais diriger vers des secteurs de type énergie, sustainability, peut-être de l'eau, voilà, et plus peut-être réfléchir si je veux monter moi un projet de A à Z, donc en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est un petit peu la réflexion que j'ai en ce moment, mais il n'y a pas de certitude non plus. Merci beaucoup, Diana, d'avoir répondu à mes questions. Avant de passer à la session Q&A, je vais repartager mon écran pour présenter les packs Training New. Du coup, pour ceux qui cherchent un stage ou un conseil en stratégie, comme c'est la période des recrutements pour les stages, que ce soit des stages chez McKinsey ou chez un autre cabinet qui recrute à Paris, n'hésitez pas de faire un petit tour sur les packs Training. On propose trois packs totalement flexibles et sans engagement. Vous pouvez prendre un mois et résilier ensuite. Cela dépendra de votre temps de préparation, mais aussi de votre besoin en préparation. C'est dans ces packs que vous trouverez 8 fondamentaux pour optimiser le dossier de candidature, lettre de motivation, CV, etc. Préparer les entretiens et comprendre un peu le métier de consultant. 172 études de cas réelles corrigées par des consultants en poste. Et c'est des études de cas qui sont tombées en entretien pour apprendre à résoudre tout type de frameworks. 14 fiches sur les principaux secteurs pour développer un peu votre business sense et 11 fiches sur les cabinets les plus prestigieux pour comprendre les particularités de chacun et avoir une idée sur le processus de recrutement de chaque cabinet et enfin des webinaires et podcasts exclusifs avec des consultants pour obtenir un retour d'expérience un peu plus concret. La semaine prochaine, on organise une autre rencontre Trainingno, l'épisode 41. Ça sera du coup le mercredi 31 mai à 12h15 cette fois-ci et ça sera une étude de cas corrigée en live par une ex-consultante au BCG. Voilà, je vais prendre les questions que j'ai sur le chat pour l'instant. Est-ce qu'il est plus simple de rentrer chez McKinsey après une prépa? Euh, Simple, je pense pas. En fait, bon, McKinsey recrute bien les gens qui ont fait une prépa, qui n'ont pas fait de prépa. Et moi, j'ai plein de potes qui n'ont pas fait de prépa, qui ont rentré McKinsey. Je pense que c'est surtout ça la question, en fait. Donc, c- pour répondre court, c'est le même process. Et je pense que McKinsey sont vachement plus ouverts enfin, que d'autres, peut-être notamment en cabinet, par rapport à ça. Ouais, ça dépendra du profil de chacun plus en détail, mais pas de s'il vient de prépa ou Exactement. autre. Exactement. C'est quel stage tu as été capable d'accomplir? Quels sont tes achievements, tes accomplissements en fait, que tu as, pu en fait, faire depuis que tu es inséré dans la vie professionnelle? C'est surtout ça qui compte en fait. Euh, Deuxième question, les stages sont-ils plus accessibles pour les fins d'études ou est-ce que McKinsey recrute des stagiaires en séjour? Ouais, c'est plutôt du fin d'études quand même. Césure, c'est très rare. Très, très rare. C'est vraiment une personne randomly et vraiment, je vous conseillerais juste fin d'études minimum. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, ne pas avoir de background en finance, mais des expériences en corporate, que ce soit de la strat ou autre, est-il valorisable ou valorisé dans un CV pour, Carrément, tout à fait. Enfin, moi, j'ai plein de potes qui ont intégré McKinsey sans avoir fait de la finance avant. Moi, ce que je vous ai partagé, c'est moi, mon expérience personnelle. Je trouve qu'on devient meilleur en modeling, en shortcut, des choses, enfin, en termes de efficiency quand on fait de la finance avant. Mais j'ai plein de potes qui ne sont pas passés par cette case-là. Ils ont fait de la strat chez Carrefour, Casino, et qui ont été recrutés chez McKinsey. Ils ont fait des stages en startup avant et tout s'est bien passé. J'ai une autre question qui est plus axée sur la mission du retailer que tu avais faite pendant la période Covid. La question est comment as-tu géré de telles responsabilités, pression alors que tu venais d'arriver chez McKinsey? Oui, bah, alors déjà, vous n'êtes pas seul non plus, mais je sais pas, il y a un truc que je pense un peu il y a un truc qui se passe chez vous à l'intérieur où vous vous dites waouh, cette mission elle est ouf, je veux tout donner.
Et en fait, vous apprenez à retirer des ressources internes au sein de vous-même. Enfin, sincèrement, je ne peux pas vous expliquer, mais j'avais pas je puisais dans mes ressources internes un petit peu là-dedans. Enfin, je me souviens, par exemple, d'une situation où on a un client, on était 40 dans un call, parce que du coup, c'était un Q&A auquel je devais répondre par rapport à un nouveau outil qu'on mettait en place. Et l'une des clientes a pété un câble. Mais on ne sait pas pourquoi. Vraiment, elle s'est énervée et j'avais personne autour de moi. Et je me suis dit, OK, bah, il va falloir que je gère ça parce que sinon, franchement, on va détruire l'image de la boîte si je ne la gère pas elle. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis, OK, calme-toi, calme-toi. Et je lui disais, bah, écoute, Françoise, je comprends ton appréhension. Je comprends que voilà, ce que tu ressens là, ça ne te convient pas. Je te préfère, plutôt que d'en parler devant tout le monde, on en discute personnellement et à la fin de ce call, je nous mets un point, on en discute tous les deux et je réponds à toutes tes questions personnellement. Mais je ne pense pas que cette discussion elle soit pertinente à avoir devant tout le monde. Comment est-ce que je savais ça? Je ne sais pas. Mais sur le coup, ça m'est venu tout seul, quoi, parce que enfin, c'est du bon sens voilà, il a fallu que je gère un peu une situation de stress toute seule en direct, en fait. Euh, et ensuite, ouais, oui, je sais pas, il y a des choses que vous venez en interne et ensuite, après, vos problèmes, vous les discutez toujours avec vos managers et avec vos partenaires et ils vous disent, mais quand tu regardes ce problème-là, comment est-ce que, par exemple, ils vont dire, tu priorises? Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et donc, par exemple, tu vois, avec ces 40 personnes, bah, en fait, on a eu plus de 120 initiatives. 120 initiatives, vous vous rendez compte que c'est énorme, en fait. Et à gérer intellectuellement, c'est super dur. Donc, on s'est dit, bah, il va falloir qu'on mette l'impact surtout, quitte à savoir s'il n'y a pas d'impact ou s'il y a de l'impact. Et on a dû prioriser. OK, il y a 10 initiatives sur lesquelles on va vraiment apporter l'impact et on va apporter en fait un support intense là-dessus parce qu'on pense qu'elles sont vraiment les plus importantes. On a d'autres qui sont des initiatives de négociation spécifiquement, donc sur des fournisseurs. On va mettre un expert dessus, etc. Et donc ça, pareil, genre, je fais du problem solving en interne pour comment on va aider sur cette négociation-là. On a mis un workshop en place où on a fait vraiment des ateliers d'apprentissage à la négociation, etc. Et à la fin, on a mis la long tail et on s'est dit, bah, la long tail, on l'a fait une fois qu'on a fait ces deux premières buckets, tu vois. Il y a pas intérêt à nous se focus sur une initiative qui va apporter d'impact, en fait. Donc, voilà. Donc, vous n'êtes pas seul et vous puisez des ressources en interne. C'est ça, là, je pense, la réponse. Et comment est-ce qu'on arrive à décrocher une mission en interne? Mais déjà, il y a des missions qui vont aller vous chercher, ne vous inquiétez pas, hein. Si vous êtes là, c'est pas pour rester et juste attendre que ça arrive. Et ensuite, par contre, il y a un point important qui va se mettre en place. C'est vous développer votre réseau pour avoir d'autres missions aussi sur les missions que vous souhaitez bosser. Moi, par exemple, en fait, j'ai développé mon réseau, notamment avec la partie santé, parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Et du coup, bah, je connaissais très bien le partenaire santé, les managers santé, vu que je lidais cette initiative-là. Et donc, ça a pu me donner aussi des occasions de travailler sur ce sujet. Donc, soyez aussi acteur de vos missions. Yes. Euh, Autre question, c'est au début, tu disais que tu voulais faire le MBA, finalement, tu ne l'as pas fait. Ouais. Euh, Pourquoi tu as décidé finalement de ne pas faire ce MBA et est-ce qu'un MBA apporte beaucoup après une école de commerce comme le MBA? Alors, première question, j'ai choisi de ne pas le faire le MBA. En fait, je voyais plus de valeur ajoutée que ça allait m'apporter en termes de parcours. Parce que enfin, le McKinsey, c'est un peu un MBA aussi en soi. Et enfin, il y a plusieurs éléments. Alors, il y a ce truc-là, je voyais plus ce que ça allait m'apporter en termes de parcours. Deuxième élément, c'est j'ai rencontré plusieurs gens qui ont fait un MBA et j'ai rencontré d'autres personnes qui ont été par exemple des entrepreneurs, etc. Et je me suis dit, mais en fait, clairement, je trouve que les gens qui sont plus smart dans leur vie, c'est des entrepreneurs et pas des gens qui font un MBA. C'est un peu l'impression que ça m'a donné. Et troisième élément, en fait, faire un MBA, c'est une raison un peu plus psychologique. C'est quand vous êtes toujours en insécurité, que vous souhaitez vous mettre toujours un petit badge sur votre CV, quoi. Ouais. Mais en soi, il faut arrêter d'être insécure, je pense, dans la vie. Et il faut se dire, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait, plutôt que de se mettre des badges comme dans un jeu de gaming, quoi. Donc, je ne voyais plus d'intérêt, en fait.
enfin, moi, j'ai des potes qui font là à Harvard, qui sont à Stanford. Enfin, là, j'habite dans la Bay Area. Enfin, tous mes colocs, c'est des gens qui ont fait Stanford. Enfin, sincèrement, je vois pas de diff enfin, entre eux et moi, quoi. Juste leur diff enfin, entre eux et moi, c'est qu'ils ont passé 2 ans à faire un MBA, potentiellement pas du coup enfin, à gagner de l'argent. Ils ont un réseau, ouais, c'est sympa, mais sincèrement, vous pourrez vous en sortir sans. Donc, je voyais plus d'intérêt de le faire. Est-ce que ça peut m'apporter beaucoup plus qu'une école de commerce? Bah, les avantages que je vois quand même d'un MBA, bah, c'est le réseau. Enfin, par exemple, si vous partez à Harvard ou à Stanford, vous développez votre réseau aux États-Unis. Enfin, là, j'ai décroché le job en tant que chief of staff. C'est pas si évident que ça de l'avoir aux États-Unis, un job. Sincèrement, les gens aux États-Unis, ils se reposent énormément sur les réseaux internes. Et donc, quand vous avez rien qui vous rattache aux États-Unis, c'est pas si facile que ça d'avoir une offre. Donc oui, ça peut vous apporter le réseau. Puis des cours sympas, passer du bon temps. En vrai, moi, j'aurais pas dit non pour passer, enfin, même en MBA maintenant, parce que c'est sympa. Mais c'est pas très efficace si vous souhaitez accomplir quelque chose dans votre vie. Voilà. Donc, comme tu as abordé un peu le point, je pense que je vais prendre cette question qui touche un peu au fait de trouver un emploi à l'étranger. Est-ce qu'intégrer un cabinet McKinsey à l'étranger, US spécifiquement, est possible pour un profil français? Alors, attends, j'essaie de trouver la question, où est-ce qu'elle est? Mais Vraiment. c'est... bah, grosso modo, est-ce que c'est facile ou pas d'intégrer McKinsey, le bureau de McKinsey? Enfin, les missions en Europe sont plutôt faciles à avoir parce que généralement les partenaires se connaissent, etc. Donc, grosso modo, vous allez parfois être staffé sur une mission où il y aura d'autres partenaires européens. Donc, vous allez créer votre réseau un petit peu comme ça. Mais grosso modo, tout le point, c'est oui, c'est possible et c'est énormément plus facile que dans n'importe quelle autre boîte, genre CAC 40 ou même d'autres cabinets de conseil parce que ils mettent en place des solutions pour ça, quoi, on va dire. Mais il va falloir que vous fassiez du networking. Parce qu'en fait, un partenaire ne va pas vous sponsoriser pour aller dans son bureau s'il ne vous connaît pas, s'il ne sait pas comment vous bossez, etc. Après, enfin moi, du coup, j'allais transférer, je voulais transférer sur le bureau de Vancouver. C'était quand même relativement très simple. J'ai juste fait la demande. J'ai rencontré une personne de People du bureau de Vancouver. Elle a parlé avec mon mentor à moi, grosso modo, qui récolte un peu toutes mes notes au centre de Mac. Elle a dit, bah, j'aime beaucoup ton profil, je pense que ça peut matcher. Elle a dit, bah, peut-être que ce que tu pourras faire, c'est travailler sur une mission à distance pour le bureau de Vancouver où tu vois, tu viens et tu fais une mission test et ensuite on fait ton transfert. C'est quand même relativement simple par rapport aux autres boîtes où il n'y a juste pas de possibilité de changement. Euh, donc voilà. Ok. J'espère que Euh, je réponds à la question. Je ne sais pas s'il y en ouais, avait d'autres parce que je ne l'ai pas dans mes yeux. Mais... non, je pense que c'est assez clair. J'ai une autre question par rapport à McKinsey. Est-il fermé aux écoles hors top 5 ou même Mhm. McKinsey recrute même dans des écoles du top 10, par exemple, voire plus. J'ai rarement vu le top 10, je pense. Après, alors, ce qui est intéressant là-dessus à comprendre, c'est que il y a deux types de profils qui sont recrutés en, comment ils appellent ça chez Mac. Donc, c'est les profils à la sortie d'école et les profils post-expérience. Et donc, du coup, les profils à la sortie d'école, ils vont regarder quand même un peu leur école. Donc, ils vont plutôt prendre le top 5. Mais c'est pas fermé. Moi, j'ai une super pote chez Mac qui a fait GEM et elle est géniale, elle est extraordinaire et tout. Donc, enfin, trop bien. Voilà, elle s'éclate et elle fait partie des top performers chez Mac, vraiment. Donc, je dirais peut-être qu'ils vont jusqu'au top 6, top 7, top 8. Euh, voilà, globalement pour les profils qui sont en sortie d'école. Mais genre, moi, l'une de mes meilleures managers que j'ai vues chez Mac, elle n'avait pas fait du tout l'école top 5 ou quoi que ce soit. Elle avait fait l'IEP, du coup, donc, enfin, vous voyez, les sciences politiques de Strasbourg. Ouais. Et ensuite, elle avait bossé chez eBay ou dans d'autres boîtes et ils l'ont recrutée pour la practice marketing retail. Et elle a été géniale, en fait. Euh, donc, voilà. Pour dire que, donc, en fait, il y a les profils qui sont plus expérimentés, ils sont recrutés et du coup, ils vont moins regarder l'école, ils vont regarder plutôt l'expérience de cette personne et comment elle a été, enfin, ce qu'elle a été capable de accomplir. Et ce que je vous propose, c'est peut-être répondre à une dernière question et ensuite, moi, je vais filer. Et si vous avez d'autres questions, bah, en fait, n'hésitez pas, je ne sais pas comment ça se passe avec Training You.
Ou moi, je sais que je suis partie aussi des coachs du coup de Training You. Si vous voulez avoir une session de coaching en particulier, sur les PUI notamment ou sur des cases, je suis totalement open à ça. Contacter du coup les gens. Je suis désolée, mais je pense pas qu'on va pouvoir couvrir toutes les questions parce que je vois qu'il y en a quelques-unes. Mais je pense que comme on a largement dépassé l'heure, je pense que je peux clore un peu le Q&A sans prendre une Ok, dernière bon, question, si ça te va. c'est à toi de voir. Et si jamais d'autres personnes, vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet. Si jamais vous avez encore plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou Instagram. Et on vous mettra en relation avec Diana pour ceux qui veulent une séance de coaching ou avoir plus d'informations sur McKinsey. Et pour les personnes intéressées par ce format des rencontres, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou sur notre chaîne YouTube pour revoir les replays. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci à vous pour votre participation et votre attention aujourd'hui. Et surtout, merci à toi, Diana, d'avoir accepté ce webinaire. Et merci à toi d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir. Bonne chance à tous. Merci. Ah bah, excellente soirée à tous et au revoir. Salut, Au Diana. revoir. Merci. Ciao.